On passe maintenant à notre focus. Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez récemment acheté une voiture, un aspirateur ou encore un téléviseur, il est quasiment certain qu'une partie de votre équipement a été fabriquée au Mexique et plus particulièrement à Ciudad Juárez. Cette ville posée sur la frontière avec le Texas abrite des centaines d'usines délocalisées qu'on appelle là-bas des maquiladoras, des usines qui se demandent quel sort leur sera réservé pendant la présidence Trump. Regardez le reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Ils ont travaillé toute la nuit. Les bus les attendent devant cette usine de pièces détachées automobiles pour les ramener chez eux. Pendant presque 15 heures d'affilée, Delia a cousu des housses de siège. Je suis entrée hier vendredi à 15h30 et je sors à peine. On est samedi, il est 6h du matin. On fait ça 2 ou 3 fois par semaine. C'est légal? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en fait, non, ça ne l'est pas. Un matin comme un autre, à la sortie de l'une des 323 maquiladoras de Ciudad Juárez. Ici, 9 habitants sur 10 sont issus de familles venues chercher du travail dans les années 80 et 90. Il fallait fournir le marché américain en biens de consommation. Donald Trump promet de relocaliser toute cette production sur le sol américain, mais Delia et sa famille restent sceptiques. Peut-être qu'on va en être affecté d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pense pas que côté américain, ils pourront travailler là-bas comme on travaille ici. Pas avec de tels horaires en tout cas. Delia gagne l'équivalent de 5 $ par jour. Aux États-Unis, le salaire minimum est de 7,25 $ par heure. Alors les ouvriers sont incrédules et le patronat aussi. Au principal syndicat des maquiladoras, un seul message pour l'instant, pas de panique. Ça prend du temps d'éduquer, de former, de qualifier la main-d'œuvre pour faire le travail qui est accompli ici. C'est impossible d'y arriver du jour au lendemain. Les investissements et la logistique qui nous permettent d'assurer toutes ces productions ont demandé beaucoup de temps et d'énergie. Tout ça ne peut pas être balayé en un clin d'œil. Ce n'est pas comme s'il suffisait d'éteindre la lumière, de fermer la porte et de s'en aller. Ciudad Juárez est aussi l'un des principaux points de passage de frontière entre les deux pays. De l'autre côté de ce pont, c'est El Paso, Texas. Chaque heure, l'équivalent de 11 millions de dollars de biens transformés transite vers le nord. Nous sommes allés frapper à la porte d'un transporteur. Manuel Sotelo est à la tête d'une flotte de 200 camions qui livrent les marchandises au Texas. Avec l'augmentation annoncée des droits de douane, il serait potentiellement l'une des premières victimes des directives Trump. Alors, inquiet ? Pour l'instant, on ne voit aucun changement. La seule différence, c'est que tous les jours, on rigole bien en lisant les vociférations de Trump dans les journaux. Les investisseurs venus des États-Unis et d'ailleurs dans le monde ne sont pas à Ciudad Juárez parce qu'ils veulent nous aider. Ils sont ici parce que ça sert leurs intérêts. Mais dans les rues de la ville, les recruteurs se sentent bien seuls. Il semble que les maquiladoras souffrent d'un autre mal, le manque de main-d'œuvre. À partir de 2010, les demandes pour être embauchés ont commencé à baisser. Les emplois ne sont plus très attirants. Il n'y a que 2 maquiladoras qui payent un maximum de 65 $ par semaine. Ce n'est peut-être pas Donald Trump qui est en train de tuer le secteur manufacturier, mais les pratiques des industriels étrangers. Malgré de nouveaux avantages et la couverture sociale, les chômeurs remplissent leurs demandes d'embauche sans grand enthousiasme. Parfois, on te traite très mal. Et la cantine n'est vraiment pas bonne. Les services sont mauvais. Alors, même si les maquiladoras essaient encore de séduire, Ciudad Juárez a déjà commencé sa mue. Cela fait bientôt 50 ans qu'elle se consacrait au marché américain. Mais entre-temps, le marché mexicain s'est lui aussi développé. Voilà ce qu'est devenu l'ancien consulat américain de Ciudad Juárez, une pépinière d'entreprises flambant neuve. Tout un symbole. Nous avons un grand potentiel pour créer de la technologie. Grâce à tout ce savoir-faire qui s'est développé ici, en zone frontalière, nous pouvons tirer parti de tout ce que l'industrie manufacturière a laissé derrière elle. Ces grandes multinationales ont été une très bonne école pour les habitants de Juárez. Nous avons maintenant d'excellents ingénieurs. Alors si certaines compagnies décident de s'en aller, notre défi est simple, innover.
Au menu ce matin, atelier de création de chaussures avec un designer mexicain. J'aimerais bien créer ma propre marque de chaussures. Des chaussures mexicaines qui se vendraient dans la région et dans tout le pays. Une autre idée de la manufacture, celle créée par les Mexicains pour les Mexicains. Quelles que soient les directives venues de l'autre côté de la frontière, Ciudad Juárez se prépare déjà à une nouvelle ère. Et mon invité, c'est vous, Jean-Jacques Orlianski. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Amérique latine. On entend dans le reportage, que ce soit du côté des syndicats ou même de certains patrons de ces maquiladoras, assez peu d'inquiétude finalement par rapport à ces mesures protectionnistes de Donald Trump. Est-ce que ces usines aujourd'hui sont imbattables niveau compétitivité ? Le problème est économique. Au départ, puisque le président Trump le candidat Trump a fait sa campagne présidentielle sur le rapatriement des emplois industriels délocalisés par les États-Unis au Mexique et au-delà en Chine. Donc les premières mesures qu'il a prises visent plus spécifiquement le Mexique, qui est évidemment le maillon faible par rapport à la Chine, qui est visée aussi indirectement par les mesures qui ont été annoncées. Mais l'inquiétude est réelle. Il y a eu un sondage il y a quelques jours au Mexique qui signale que plus de 80% des Mexicains sont préoccupés, donc de l'opinion mexicaine, sont préoccupés par l'avenir. En ce qui concerne les milieux industriels, bien au-delà des zones frontalières, des maquiladoras, donc, puisque depuis l'ALENA, depuis une vingtaine d'années, le Mexique est partie prenante d'un marché commun avec les États-Unis et le Canada, il serait prêt à céder sur le mur dont le président Trump a confirmé la construction, à condition de pouvoir préserver ce qui peut l'être en matière d'échanges économiques avec les États-Unis, puisque les économies sont étroitement imbriquées. C'est-à-dire qu'il y a un chantage de la part de Donald Trump dans cette renégociation à venir de l'ALENA ? Alors, on ne sait pas très bien ce que veut Donald Trump, ce qu'il va faire. Ce qu'on sait, c'est qu'il veut montrer ses muscles. Il a annoncé une série de décisions dont lui-même, on l'a bien vu sur le mur, par exemple. Il dit, bon, le mur va être construit, les Mexicains vont le payer, je ne sais pas trop comment, mais ils vont le payer. Il a évoqué l'idée d'une taxe de 20%, c'est ça, sur les produits mexicains ? Il y a plusieurs hypothèses, soit une taxe sur les produits exportés par le Mexique ou par les entreprises des États-Unis qui sont au Mexique, ou les entreprises européennes ou asiatiques qui produisent au Mexique, soit une taxe sur les envois de devises par les millions de Mexicains qui travaillent aux États-Unis, et cet argent qu'ils envoient à leur famille au Mexique. Donc il y a plusieurs hypothèses. Alors, ce qui veut dire que effectivement le gouvernement mexicain ne payera pas. Il a confirmé qu'il ne payera pas, et donc ces pistes-là sont probablement en train d'être étudiées par le gouvernement de Donald Trump. Mais il ne faut pas chercher de cohérence économique très grande. Ouais. Ce sont des mesures à caractère politique. Donc il a fait campagne en direction d'un certain type d'électorat dans les régions déprimées des États-Unis, en leur disant les emplois industriels vont être rapatriés. Je fais ce que j'ai dit. En termes d'immigration, avec la construction de ce mur, c'est une promesse de campagne qu'il veut honorer. C'est quoi aujourd'hui les chiffres de l'immigration des Mexicains vers les États-Unis ? C'est vraiment un phénomène massif ? Alors les Mexicains et surtout les Centra-Américains qui ont pris le relais depuis quelques années. On a les chiffres, disons, des personnes expulsées par les États-Unis durant le mandat du président Obama. Ce chiffre, donc des personnes arrêtées et renvoyées dans leur pays d'origine, qu'elles soient mexicaines ou centra-américaines, tourne autour de 450 000 par an. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a un nombre peut-être équivalent qui arrive à passer d'une façon ou d'une autre, mur ou pas, puisqu'il y a certaines portions du territoire qui sont déjà protégées, entre guillemets, par des murs, en territoire nord-américain. Donc c'est un chiffre quand même assez imposant. Une dernière question, est-ce que le président mexicain Enrique Peña Nieto est en mesure et politiquement capable aujourd'hui de s'opposer à Donald Trump sur ces sujets ? Le président mexicain est pris à contre-pied. C'est un président qui est politiquement libéral, donc était en pleine harmonie avec le président Obama. Il parle anglais, il a été formé aux États-Unis, donc il est pris
totalement à contre-pied. Et il est renvoyé, disons, à ce qu'était le Mexique, la relation du Mexique avec les États-Unis il y a plusieurs dizaines d'années. Donc il a essayé d'ouvrir une négociation, il devait venir aux États-Unis le 31 janvier, il n'a pas pu le faire, il a suspendu sa visite en raison de propos qui ont été tenus par Donald Trump vendredi dernier sur le mur qui sera construit, payé par les Mexicains. Il est soutenu par son opinion, il est obligé d'étudier des plans B. Les Chinois sont sur la liste d'attente derrière la porte et ont proposé aux Mexicains de prendre le relais des États-Unis. Merci beaucoup Jacques Orlianski pour votre éclairage